Pendant que les réfugiés courbent le dos sous les bombes, la retraite française sur l'Escaut se poursuit devant la 6e armée allemande. Le groupe d'armée A, le groupement du général Hoth et le 19e corps blindé s'ouvrent un passage de 100 km vers l'ouest. Dès le 17 mai, le cabinet britannique, soucieux de ménager son corps expéditionnaire, envisage secrètement son réembarquement. Le 19, au moment même où il envisageait une contre-attaque, Gamelin est remplacé par le général Weygand, rappelé d'urgence de Syrie. Les Allemands, avançant inexorablement, font prisonnier de nombreux Anglais. Le 18 mai, le maréchal Pétain, ambassadeur en Espagne, a été rappelé d'urgence et nommé vice-président du Conseil. Il est convaincu de l'inéluctabilité de la défaite et en rejette la responsabilité immédiate sur les Anglais. Quittant Franco, il lui confie « Mon pays est battu, je retourne arranger la paix ». Les prisonniers français se comptent par milliers. Et pourtant, au milieu d'une atmosphère défaitiste, des troupes se battent encore et de jeunes officiers appellent à grands cris la contre-attaque, tels ceux de l'école de cavalerie de Saumur, qui vont bientôt commander leurs élèves sur la Loire. Le général de Gaulle lance sa 4e DCR en cours de formation sur le flanc des Allemands entre Montcornet et Crécy. Une attaque audacieuse, mais sans lendemain. Malgré leur succès, les Allemands eux aussi rencontrent des difficultés. Hitler et plusieurs membres de son état-major, presque effrayés par cette victoire trop facile et inquiets d'une éventuelle réplique franco-britannique, arrêtent par 2 fois Guderian qui fonce en tête du 19e corps blindé. Le 20 mai, enfin, malgré les routes encombrées, ces panzers atteignent Abbeville et la mer, créant 2 têtes de pont au sud de la Somme. Puis ils se dirigent sur Boulogne et Calais. Au même moment, Weygand veut lancer une contre-attaque franco-britannique d'Arras sur Bapaume. Ce plan oblige l'armée belge à un nouveau repli vers l'Isère afin de couvrir cette action. Mais les mauvaises liaisons, les embouteillages et le désordre dû à l'action de la Luftwaffe empêchent de coordonner les mouvements. Pour les Anglais, Dunkerque devient de plus en plus un objectif prioritaire. Churchill fait de fréquents passages en France. Au cours de l'un d'entre eux, le 20 mai, il donne l'ordre à Lord Gort de lancer une contre-attaque au sud d'Arras. Les Allemands continuent à s'infiltrer, négligeant tous les obstacles. Les soldats du corps expéditionnaire britannique vont prouver de quoi ils sont encore capables. Le 21, 2 divisions incomplètes soutenues par des chars Matilda, mais sans couverture aérienne sérieuse, inflige des pertes sensibles à la 7e Panzer de Rommel, qui croit se trouver devant 5 divisions. Mais le 19e corps blindé allemand reprend rapidement l'offensive sur Boulogne et menace le BEF d'encerclement total. Les troupes blindées françaises continuent à se battre dans une lutte inégale. De nombreux équipages tombent entre les mains de l'adversaire. Lord Gort doit se concerter le 21 avec Weygand à Ypres. Mais retardé par les combats, il arrive trop tard. De ce rendez-vous manqué résultera une méfiance réciproque entre les 2 chefs. Et pourtant, grâce à l'initiative de Churchill, des troupes britanniques arrivent encore en France. Ce seront les dernières. Les avant-gardes allemandes approchent de Dunkerque. Au large, les vaisseaux de guerre anglais tirent maintenant directement sur les Allemands visibles sur les côtes. Les soldats du BEF marchent aussi vite que possible vers Dunkerque, d'où Lord Gort, il ne s'en cache plus,
veut évacuer son corps expéditionnaire vers l'Angleterre. Dans cette course, les Anglais vont être sauvés par un coup du sort. En effet, le 24 mai, alors que la première Panzerdivision du général von Rundstedt vient de conquérir une tête de pont sur la A, à quelques kilomètres de Dunkerque, Hitler lui donne l'ordre de stopper son avance sur place. Le même ordre est envoyé au 41e corps d'armée. Cette décision, l'une des plus controversées de la guerre, a été prise pour laisser à la Luftwaffe de Göring le soin de détruire seule les armées encerclées. La ville commence à subir un bombardement en règle. De leurs chars, les tankistes allemands observent rageusement à la jumelle la ville qui leur échappe. On a beaucoup discuté sur les motifs de ce coup d'arrêt. On a avancé les problèmes de liaison des Allemands, la lenteur des approvisionnements en carburant. Il reste certain qu'Hitler ne donna cet ordre qu'à contre-cœur, lui qui voulait voir ses troupes d'élite, les SS Verfügungstruppen, se couvrir de gloire. Mais il cède à son favori, Göring, qui bout d'impatience et entend donner la première place à sa Luftwaffe. Et celle-ci attaque, en effet, avec les chasseurs Messerschmitt et Focke-Wulf et les bombardiers légers Junker 88, mais elle n'obtiendra aucun résultat tangible. Le 26 mai, l'ordre sera annulé. Il sera trop tard. La poche de défense organisée dès le 20 mai par Lord Gort autour de Dunkerque est basée sur une ligne de résistance utilisant les canaux reliant les rivières importantes, l'Escaut, la Scarpe, la Deule et la Ha. Le camp retranché est défendu à l'ouest par les Français de la 68e division d'infanterie et au sud par des éléments des 1er et 2e corps d'armée britanniques. Le 26 mai, Lord Gort reçoit l'ordre formel de commencer l'opération Dynamo. On ne pensait pas pouvoir sauver plus de 50 000 hommes sur les 200 000 Anglais et Français déjà regroupés sur les plages. Depuis le 17, près de 30 000 hommes des services arrières avaient été embarqués à Boulogne. Près de 800 bateaux anglais de toutes sortes vont participer à l'opération. En Angleterre, l'opinion publique est mal informée et les soldats qui vont échapper à l'enfer de Dunkerque vont se rendre compte à quel point les informations de la radio et de la presse sont incomplètes. En arrière de la poche, les combats se poursuivent. Les Allemands ne rencontrent aucune résistance devant eux, sinon au cours de combats sporadiques, n'engageant que des effectifs limités. Le port, les docks et la ville disparaissent sous d'épais nuages de fumée dus aux bombardements qui pilonnent Dunkerque depuis 10 jours. Le 27, les vagues de 30 à 40 bombardiers se succèdent de 7 h du matin à 7 h du soir. Elles coulent plusieurs navires dans le port ou aux abords de celui-ci. Le commandement de l'opération Dynamo a été confié au vice-amiral Ramsay, commandant à Douvres. C'est de là que partent les 40 destroyers et les 120 bateaux de passagers et de pêche en direction de la côte française. L'opération commence mal. Les bateaux ne peuvent accéder qu'au port extérieur et seulement à marée haute. Une fois à proximité des côtes, ils sont pris sous le feu des batteries allemandes. Les hommes s'accumulent sur les plages encombrées. Le premier jour, seuls 7600 d'entre eux peuvent être évacués. Le lendemain matin, les commandants alliés, dont le capitaine de vaisseau Aufan, chef des opérations à l'amirauté française, se réunissent à Cassel. Ils décident de consolider la tête de pont. Les troupes anglaises et françaises continuent d'affluer en bon ordre, mais de moins en moins disciplinées. Les fantassins du général Beaufrère et des éléments du secteur fortifié des Flandres assurent la plus grande partie de la défense. Ils ignorent encore que les Anglais des 1er et 2e corps, qui les appuient au sud, ont reçu l'ordre de se retirer progressivement.
Sur les plages, les Anglais commencent à détruire matériel, armes, véhicules et équipements. Les leurs, mais aussi parfois ceux des Français. Des ordres mal compris entraînent même la mise hors d'usage de précieux canons de DCA. Pendant ce temps, la Luftwaffe poursuit le bombardement de la ville pratiquement détruite. Près de 1000 civils y sont tués le même jour. La Royal Air Force ne se manifeste pratiquement pas. Seuls quelques squadrons survolent de temps à autre le champ de bataille. Ils ne restent pas longtemps. Danding leur a donné l'ordre de n'attaquer les Allemands qu'avant leur arrivée sur la tête de pont et au moment de leur départ. Mais cela, les soldats sur la plage ne le savent pas et la colère gronde. De nombreux bateaux coulent, touchés par les bombes. À terre, les dépôts d'essence du port brûlent aussi, dégageant d'épais nuages de fumée. Les pilotes de Henkel 111, abusés par ces nuages, sont persuadés d'avoir entièrement anéanti les installations portuaires et tout ce qui s'y trouvait. C'est à ce moment qu'une période de très mauvais temps donne aux assiégés et aux fugitifs un répit inespéré. De Douvres, le vice-amiral Ramsay dirige les opérations d'évacuation, coordonnées sur place par ses officiers de liaison sous les ordres du capitaine Tennant. Constatant que le port lui-même est difficilement utilisable, celui-ci décide d'embarquer les hommes à partir des plages, bien que celles-ci soient fréquemment prises sous le feu des bombardiers en piqué Stuka. Le tirant d'eau ne permet pas aux bateaux d'approcher suffisamment du rivage. Les troupes embarquent sur des canots et des barques et s'approchent lentement des gros navires en évitant les courants et les projectiles. Une fois à bord, les soldats respirent un peu. Leurs camarades restés à terre attendent stoïquement leur tour, rassurés en partie par cette flotte d'évacuation qui, même hétéroclite, reste imposante. Si les nerfs craquent, la discipline revient, s'il le faut, sous la menace des armes des officiers. Les Français sont évacués au même titre que les Britanniques et leur foule, quoique moins nombreuse, encombre les ponts des bateaux surchargés. Faute de radio, les liaisons entre la flotte et la plage utilisent uniquement le morse des sémaphores. Dès le second jour, 12 000 hommes sont évacués par le port et 6 000 par les plages. Mais Ramsay trouve que les choses vont trop lentement. Certaines embarcations sont pleines à ras-bord, d'autres presque vides. On découvre 2 môles qui avancent loin dans la mer de chaque côté du port. Ces 2 constructions en bois ont surtout pour vocation de servir de brise-lames et ne sont pas faites pour que des bateaux y accostent. La mer passe entre les piles et les vagues y déferlent de plusieurs mètres. Pour les pilotes des navires et les marins, ces môles deviennent rapidement un cauchemar. Et pourtant, le 27 mai au soir, 200 000 hommes ont réussi à embarquer en partant de cet endroit dangereux entre tous. Le lendemain 28 mai, l'armée belge capitule. Ainsi tombe le dernier rempart devant la 17e armée allemande. Weygand donne l'ordre au général Blanchard, son chef, de se frayer un chemin par la force vers la côte. À Dunkerque, si la Luftwaffe est clouée au sol par le mauvais temps, les canons prennent le relais et bombardent la flotte en y créant des ravages. Les bateaux arrivent toujours devant les plages, il y en a vraiment de toutes sortes et des plus étranges comme ceux-ci. L'évacuation se poursuit cependant. Dans la seule journée du 31 mai, on réussit à embarquer 68 000 hommes. Mais le danger est toujours là. Si la flotte de haute mer allemande est trop loin, en Norvège, les vedettes rapides de la Kriegsmarine, appuyées par les escadrilles de chasseurs, foncent vers Dunkerque. Les Stuka, surtout, attaquent à nouveau sans relâche, envoyant de nombreux bateaux par le fond, avec leur chargement humain, qui ne peut souvent qu'être partiellement sauvé. Le 29 mai, 4 destroyers sont coulés en pleine opération d'évacuation.
Le bruit court que leurs épaves bloquent le port. Il est erroné, mais inquiète l'amirauté qui rappelle ses unités les plus modernes afin de ne pas les exposer, ne laissant à Ramsay qu'une quinzaine de vieux modèles. 2 précieux jours passent avant que l'erreur ne soit rectifiée. À Dunkerque, l'atmosphère est lourde. Les Anglais continuent à embarquer en grand nombre grâce aux prodigieux efforts de la Royal Navy et à la protection assurée par les troupes françaises, encouragées par leur chef, l'amiral Abrial et le contre-amiral Platon, nommé gouverneur de la ville en pleine bataille. Les derniers défenseurs britanniques sont bientôt relevés par 2 divisions françaises, commandées par le général de la Laurencie, qui, refusant de se laisser évacuer, combattra jusqu'au 3 juin. À la fin du mois, Churchill, alarmé par la différence entre le nombre de Britanniques et de Français évacués, demande au Conseil de guerre allié réuni à Paris que les soldats des 2 nations quittent Dunkerque la main dans la main. Pour faire face aux Allemands qui assiègent le camp retranché, il remplace Lord Gort par le major général Alexander. Jusqu'alors, et bien que de nombreux marins civils se soient portés volontaires, l'opération Dynamo a été entièrement exécutée par la Royal Navy. Elle est même cachée au peuple anglais. Le 31 mai, les informations de la BBC sont presque entièrement consacrées aux émeutes anti-allemandes de Buenos Aires. Cependant, le lendemain à 18h, le peuple britannique commence à soupçonner quelque chose. Le 1er juin, une incroyable armada de petits bateaux entame résolument la traversée de la Manche. Durant 2 jours, ils vont faire la navette avec la côte française, emmenant les soldats jusqu'aux grands navires ou ramassant les traînards. Tout cela sous le tir des Allemands installés sur les hauteurs de Marques. Ces amateurs font preuve d'un extraordinaire courage. S'ils sauvent peu d'hommes en comparaison de la masse totale des évacués, la légende s'empare cependant de leur épopée, et avec raison. Les plages et les bords de mer de Dunkerque sont envahis de matériel, de véhicules et d'armes abandonnées. Les troupes qui restent en arrière pour retarder l'avance allemande sont épuisées. Mais les soldats du Troisième Reich, bien que victorieux, sont aussi fortement éprouvés. Ils sont à court d'eau, de vivres et de munitions. Il manque d'artillerie, les batteries les plus puissantes ayant été envoyées sur d'autres zones du front. Seules les escadrilles de la Luftwaffe sont en nombre. Les Messerschmitt 109 décollent et attaquent sans répit. Les Français ne gardent que 300 avions en état de marche. 700 autres ont été détruits. La Royal Air Force n'envoie que 8 patrouilles vers les plages. Les pilotes de Göring, eux, ayant décollé tôt le matin, coulent 3 destroyers et 3 autres posent devant le rivage, sévèrement endommagés. Ramsay donne alors l'ordre d'interrompre les navigations de jour. À minuit, 65 000 hommes ont cependant été évacués. Le lendemain, ce chiffre tombe à 26 000. Malgré cela, les Anglais peuvent envoyer le message suivant: corps expéditionnaire britannique évacué. Les Français ont la désagréable impression que les Britanniques négligent de les évacuer malgré les promesses. Il est vrai que si les soldats anglais sont prioritaires, ils sont aussi les plus nombreux. Mais l'amirauté britannique parvient à embarquer un grand nombre de soldats français, 50 000 les 1er et 2 juin. On y voit toutes les armes, tous les grades, mais les visages, harassés de fatigue, sont les mêmes. Le 4 juin, dernier jour de Dynamo, 342 618 soldats alliés ont été évacués. Moins de 40 000 hommes restent aux mains de l'ennemi sur le total d'environ 400 000 que la percée allemande avait isolés au nord de la ligne Sedan-Abbeville. Ce jour-là, les Allemands entrent dans la ville. Ils vont y rester 5 ans.